Julia de Funès, bonsoir. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes docteur en philosophie, diplômée d'un DESS en ressources humaines, conférencière et autrice de livres à succès tels que Socrate au pays des process, paru en 2017 aux éditions Flammarion, ou encore la comédie inhumaine écrit avec Nicolas Bouzou, paru aux éditions de l'Observatoire en 2018. Et en 2019, vous sortez l'ouvrage Développement impersonnel aux éditions de l'Observatoire, qui est passé en 2021 en poche. Donc on vous reçoit pour la présentation de cet ouvrage, ouvrage dans lequel vous déconstruisez le développement personnel, vous posez un regard critique sur des méthodes qui vous semblent manipulatrices, qui vous semblent... oui, tout à fait manipulatrice, pardon. Vous attardez sur les différents leviers employés pour montrer les nombreux paradoxes que revêt le développement personnel. Vous montrez aussi comment la philosophie peut dépasser ce qu'instaure le développement personnel, tout du moins les exemples de développement personnel que vous prenez dans le livre. On aura le temps d'y revenir. Ces méthodes que, notamment, ce que permet la philosophie de dépasser, c'est ce recentrement excessif sur soi, et ces méthodes qui sont, comme vous les qualifiez, réductrices, c'est-à-dire qu'on réduit l'humain à des méthodes. Alors, ma première question, qui sont deux questions d'ailleurs, c'est comment caractérisez-vous le développement personnel? Comment le situez-vous par rapport à la psychologie, la psychothérapie ou encore la psychanalyse? Oui, alors déjà je suis très contente d'être là, merci de m'inviter. Et deuxièmement, oui, je reviendrai sur l'introduction aussi pour nuancer peut-être certaines choses. Le développement personnel est une appellation d'origine non contrôlée, qui est très vague, très vaste. C'est un mot valise, un concept fourre-tout dans lequel on met absolument tout et n'importe quoi. La psychanalyse, théoriquement, ne rentre pas dans le champ du développement personnel. Toutes les thérapies comportementales, tout ce qui vise l'augmentation du moi, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Mais c'est un mouvement qui est né, si on en fait un peu l'histoire, la généalogie, c'est un mouvement qui est né dans les années 20 dans les pays anglo-saxons. C'est une autrice qui s'appelle Alice Bailey qui a commencé à prévoir, à prédire une grande méditation mondiale. Et c'est comme ça que le développement personnel a commencé. La méthode Coué a suivi 1922 à peu près, et ça va aussi ça rentre dans ce registre-là. Et puis après, les années 30 l'ont professionnalisé, et dans les années 70, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, qui a évidemment accéléré le déploiement du développement personnel. Donc c'est pas de la psychanalyse, parce que ça c'est une discipline à part entière, mais c'est tout ce qui rassemble, tout ce qui regroupe le développement de la personne, le développement du moi. Et cette appellation, c'est un peu comme il y a quelques années le mot thérapeute, on mettait tout et n'importe quoi dedans, et c'est évidemment ce qui pose problème, parce qu'aujourd'hui, si je me dis coach en développement personnel, je peux plaquer une plaque dorée devant ma porte et personne ne viendra absolument rien me dire. Donc c'est très l'extension du concept et inversement proportionnel à sa compréhension. C'est plus c'est vaste, moins on comprend ce que c'est. Et là, on est en plein dans ce fourre-tout très vaseux. Juste, si je reprends peut-être les premiers mots que vous aviez évoqués, c'est pas tellement manipulatoire. Enfin, dans l'idée de manipulation, il y a une idée de malveillance. Les auteurs de développement personnel, je ne leur fais pas ce procès d'intention-là. Très souvent, ils répètent, ils réutilisent des méthodes qu'ils trouvent un peu partout, en psychanalyse, en PNL, en philosophie. Ils se servent un peu de tout, ils font un patchwork et puis ils délivrent ça. Donc il n'y a pas forcément une malveillance de leur part, mais si on décortique vraiment les ouvrages, si on lit mot à mot les grands best-sellers, on voit qu'il y a à peu près toujours les mêmes rouages intellectuels et que ça joue sur les mêmes ressorts psychologiques. Donc c'est pas de la manipulation, mais c'est de la mauvaise utilisation de techniques plus robustes. Voilà. Alors, nous voyons bien que avec le nombre de coachs qui existent, que vous listez dans votre ouvrage, le nombre de livres autour du développement personnel, on voit bien qu'il y a une explosion d'une pensée positive dans laquelle on nie tout ce qui est négatif, tout ce qui est toute forme de négativité, dépression, colère, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça révèle de notre société, en fait, d'avoir à supprimer tout ce qui est négatif et de prôner justement
une positivité envers et contre tout. Oui, on est propulsé depuis quelques années maintenant, hein, depuis 10-15 ans, et ça vient des pays anglo-saxons, dans une psychologie positive, mais qui prétend justement museler toutes les réalités mauvaises, noyer tous les poissons de la négativité. Il faut une osmose, un monde doux, un monde merveilleux. Le réel devient une fonction support. Le réel, on préfère un irréel radieux à un réel parfois odieux, et ça on le comprend tous, mais et d'ailleurs ce sont les ferments pour moi aussi de la cancel culture ou du woke qu'on voit aujourd'hui et qui veut nier le réel, qui veut effacer ce qui s'est passé dans l'histoire, qui veut absolument museler tout cela. Donc c'est une psychologie positive qu'on voit dans beaucoup de domaines, évidemment dans le développement personnel, qu'on voit aussi dans les entreprises. Je ne sais pas si vous y êtes allé récemment dans ces entreprises ou si vous y travaillez, mais vous voyez qu'il y a des CHO, des Chief Happiness Officers, c'est-à-dire des officiers en chef du bonheur. C'est compliqué. Il y a eu toute cette mode-là. On a vraiment bonheurisé à peu près toutes les sphères de l'existence. Et donc, on est sur béatitude automatique et on préfère s'illusionner, évidemment, que de se confronter au réel. Dans les entreprises, c'est très frappant, mais dans d'autres domaines aussi. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est presque un petit peu... Alors, c'est très peu vendeur, ce que je vais dire. C'est presque un petit peu dépassé, parce que je pense que la période Covid a atténué cette bonheurisation, ce bonheurisme absolu. Mais néanmoins, on retrouve ces fondements-là dans le woke, dans la cancel culture, qui veut vraiment nier le réel. Donc, c'est une même mouvance, mais là, c'est la version soft. Maintenant, on rentre dans quelque chose de plus radical, me semble-t-il, mais qui se base sur cette même négation du réel. Alors, un des arguments qui nous viendrait spontanément à l'esprit quand on fait la critique du développement personnel, c'est ça nous fait du bien. Alors, pourquoi chercher à le critiquer? Et ma question, c'est n'est-ce pas ce genre d'argument, justement, qui camoufle des pratiques qui sont... manipulatrices avec beaucoup de guillemets et qui profitent justement. Oui. L'argument du bien est un très mauvais argument. Je l'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que le bien, un drogué va vous dire bah oui, mais moi ma drogue ça me fait du bien. Un alcoolique va vous dire l'alcool me fait du bien. Un fumeur va vous dire ma cigarette me fait du bien. Donc c'est pas parce que ça fait du bien que la chose est une bonne chose. Vous savez la fameuse phrase de Spinoza, c'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, mais c'est parce qu'on la désire qu'on la juge bonne. Et s'il suffisait de voir le bien pour le faire, les choses seraient beaucoup plus simples dans l'existence. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc l'argument du bien n'en est pas un. C'est encore une fois pas parce que si ça ne fait que du bien, c'est là en l'occurrence, il n'y a pas trop de danger. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est parce que je me suis dit mais ça devient une réalité de plus en plus frappante. Les librairies n'en finissent pas d'accumuler les ouvrages de développement personnel, et parce que j'ai aussi vu des désastres en entreprise. C'est-à-dire que beaucoup de gens allaient voir des coachs. Maintenant, vous avez vu qu'il y a des coachs pour tout, pour s'habiller, pour manger, pour travailler, pour se dynamiser, enfin pour le sport bien sûr, dans lequel le développement, c'est un autre type de coaching. Hein. Mais et donc j'ai vu aussi des désastres, des gens allaient voir des coachs et finissaient chez le psychiatre parce que effectivement les méthodes n'étaient pas forcément les meilleures. Donc l'argument du bien n'en est pas philosophiquement un. Si encore ça ne fait que du bien, ça va, mais ça peut faire du mal aussi. Et c'est pas parce que ça fait du bien que c'est une bonne chose. Et puis alors si vous connaissez bien sûr le Philippe Murel, l'Empire du bien, la bonté despotique, c'est toujours au nom du bien que les pires choses ont été commises. Donc on peut avoir des intentions très estimables, mais qui se terminent en catastrophe irrémédiable. Donc pour ces trois arguments-là, je suis pas favorable à l'argument du bien. Ça me fait du bien. Alors un des axes majeurs que vous développez dans votre ouvrage, c'est la question de la responsabilité du lecteur ou d'une personne face à un coach. En effet, quand on vous lit, et que notamment avec les trois ouvrages de développement personnel que vous citez, que ce soit Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi, Jacques Attali, Devenir soi, et Thomas d'Assembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ils nous font comprendre que nous sommes responsables de notre malheur, mais aussi, justement, nous sommes responsables aussi du bonheur à suivre, à venir, par l'application, et ça passe par l'application de leurs méthodes. Et si nous échouons, cela ne peut être que notre faute, parce que leurs méthodes sont jugées assurées de réussir. Alors ma question c'est cela, peut-on penser ainsi le moi, le culpabiliser ainsi sans le remplacer,
sans le replacer dans son contexte socio-économique, politique? Alors oui, deux choses. C'est-à-dire pourquoi encore une fois, l'un des enjeux, c'est pas de critiquer les coachs et d'être polémique et de détruire ce type d'ouvrage. C'est pas ça. C'est de critiquer pour libérer, c'est de déconstruire pour libérer. Pour moi, c'est toute la mission de la philosophie, de repérer les rouages et de dire voilà, est-ce que c'est un leurre intellectuel, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire fructifier, et je l'ai pas trouvé dans ces ouvrages-là. Alors j'en ai pris 3. En fait, ce livre-là est issu d'une thèse de philo que j'avais fait sur l'authenticité, mais c'était difficile de ne pas se préoccuper de ce qui se dit aujourd'hui au sujet du moi. Donc c'est pour ça que je me suis attelée à ces ouvrages-là en disant mais qu'est-ce qu'on dit de l'identité personnelle aujourd'hui? Où est-ce que ça se trouve le plus? C'est certainement dans ces ouvrages-là. Et donc j'en ai pris 3 là dans ce livre-là, mais c'était évidemment une étude plus exhaustive pour une thèse. J'ai pris 3 best-sellers où les ventes ont été assez colossales, et quand on colle au texte, on voit effectivement que c'est très culpabilisant. Et c'est un des enjeux du livre, de se dire mais c'est parfois liberticide pour l'individu, parce qu'on vous dit regardez, agissez comme ceci, faites comme ceci, appliquez la recette et vous aurez plus confiance en vous, vous serez plus authentique, et puis tous les sujets du développement personnel. Donc c'est liberticide, parce que vouloir correspondre à un moule, vouloir correspondre, appliquer une recette et correspondre à une essence, c'est absolument liberticide pour l'individu. Deuxièmement, c'est très culpabilisant, parce qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, tous les ouvrages qu'on a pour développer son bien-être, finalement, quand on n'est pas heureux, on se dit bah, c'est de notre faute. J'ai des psys, j'ai des psychothérapeutes, j'ai des coachs, j'ai des chief happiness officers en entreprise, j'ai tout, mais donc si je suis pas heureuse, c'est que c'est bien de ma faute. Donc c'est très culpabilisant pour le lecteur. Les auteurs se déchargent, évidemment, ils ont le beau rôle, mais c'est cette vision culpabilisatrice et liberticide pour le lecteur, et même dépersonnalisante, parce que c'est ça le grand paradoxe du développement personnel, c'est comment voulez-vous qu'un livre de développement personnel qui prétend s'adresser au moi de chacun vous parle de votre moi le plus intime, alors qu'il s'adresse à des millions d'autres lecteurs? C'est quand même, il n'y a pas plus impersonnel que le développement personnel. Donc c'est dépersonnalisant, c'est liberticide, c'est culpabilisant, et ce sont les trois axes qui m'ont donné envie d'écrire ce livre qui se veut libérateur plus que polémique. Alors, on observe une tendance à la maîtrise de tout dans cet ouvrage, comme si l'homme et ses sentiments pouvaient être identifiables et maîtrisables. L'imprévisibilité, pour aller mieux, est-elle à bannir? Alors, au-delà, oui, voilà. Une fois qu'on a déconstruit un peu les ouvrages, je me suis amusée à je me suis attelée à déconstruire les recettes comportementales de ces ouvrages. Et après, on remarque qu'à travers beaucoup d'ouvrages, ils véhiculent un certain nombre d'idéologies qu'on retrouve dans beaucoup de sphères de notre vie. Et celle du volontarisme absolu, on la retrouve dans beaucoup de sphères. Et en gros, on peut la résumer, quand on veut, on peut. C'est un peu là-dessus qu'ils jouent, pour secouer les individus et dire en fait, si tu as quand même besoin d'arriver à quelque chose, tout dépend de ta volonté. Là aussi, c'est très culpabilisant, parce que si on n'y arrive pas, évidemment, c'est de notre faute. Et cette idéologie volontariste, je comprends bien sûr le message, quand on veut, on peut. Bien sûr qu'il faut se bouger et se secouer un peu. Mais enfin, si tout dépendait de la volonté, là, encore une fois, la vie serait beaucoup plus simple. Et j'aime bien utiliser la philosophie, pas pour dire la philosophie est supérieure au développement personnel. Elle n'a pas besoin de ça, et c'est presque indigne pour la philo de la mettre en comparaison du développement personnel. Mais elle permet de contredire certains arguments. Et si on prend un auteur, alors que certains vont pas ranger dans les philosophes, mais ça c'est un autre sujet, mais moi oui, si on pense à Proust, mais c'est l'éloge de l'involontaire. Quand est-ce qu'on a le plus accès à soi-même? C'est quand on revit une situation, quand on revit un moment passé, et pour revivre ce moment passé, c'est l'involontaire qui prime. Tout d'un coup, je sens le parfum, c'est l'exemple de la petite Madeleine, je sens le parfum, je sens le parfum de quelqu'un dans la rue, tout d'un coup ça me rappelle évidemment ma grande-tante ou ma grand-mère, et je me revis à cette époque-là, et là j'ai accès, le sentiment de moi-même, le sentiment du soi qui est très frappant. Mais encore une fois, c'est la mémoire involontaire, il appelle ça le souvenir involontaire. C'est contingent, c'est une rencontre fortuite, c'est une sensation aléatoire, fortuite, involontaire, qui crée ce sentiment du moi. Donc le meilleur accès, si je prends Proust, le meilleur accès à soi-même, c'est l'involontaire, et c'est certainement pas un travail de la volonté comme le suggère ce type d'ouvrage. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, sur le fait que pour certaines personnes, ça peut être dangereux,
sur la psyché. C'est ça ma question, c'est est-ce que c'est pas à un moment donné dangereux de laisser aux mains de pour vous citer, ces bricoleurs du mois, est-ce que c'est pas dangereux de se laisser sa psyché de chacun aux mains de ces... Bah oui, alors moi je me suis toujours étonnée, je me suis dit ça viendrait jamais à l'idée de me faire opérer du genou par un type qui a fait à peu près 18 semaines, je vous prends les formations les plus denses, je suis sympa, 18 semaines de formation à raison d'une semaine par mois, et ça me viendrait pas à l'idée de me faire opérer du genou. Mais pour notre esprit, on a parfois moins de considération et on est prêt à aller voir un type qui, les formations au coaching, encore une fois, sont très contestables. S'il n'y a pas aujourd'hui de reconnaissance académique d'État, c'est bien qu'il y a une raison, c'est que les formations ne sont pas du tout assez solides. Elles se font la plupart du temps en ligne. Ce sont des titres certifiés ou des diplômes universitaires, ce qui n'a rien à voir avec des diplômes académiques d'État. Ça, ce sont des titres qu'on possède à vie. Les titres certifiés sont des titres qu'on doit renouveler, ou les diplômes universitaires sont des titres qu'on doit renouveler. Et ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui les délivre, mais le ministère du Travail. Et il les délivre en fonction des besoins du marché. Donc vous voyez que ça n'a absolument pas du tout la même valeur. Donc il ne s'agit pas de dénigrer ça, mais de ne pas les mettre sur le même plan. Donc moi, je préfère, quand il s'agit de mon esprit, d'aller voir des gens qui ont une expérience, qui ont des diplômes reconnus par l'État. Ça garantit quand même une certaine légitimité. Et ne pas aller voir beaucoup de gens qui ont été très vite formés et qui parfois tournent au charlatanisme assez rapidement. Donc voilà, mais on comprend pourquoi aussi les gens vont voir plus facilement des coachs, parce que, et d'ailleurs les auteurs en jouent dans leurs ouvrages, il n'y a pas du tout l'argument d'autorité ou la position d'autorité. Un coach se dit compagnon de route. Et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs tutoient le lecteur. Il y a une sorte de compagnonnage, cher lecteur, avec toute... Lise Bourbeau, vous l'avez cité, elle finit son introduction avec amour, avec amitié. Enfin, on est dans une sorte de connivence bienveillante et sympathique, une effusion de sentiments qui met le lecteur sur le même plan que l'auteur. Et le coach se dit, il les revendique sur le même plan que le client qui vient les voir. C'est beaucoup plus simple d'aller voir quelqu'un qui se met sur le même niveau que vous. C'est beaucoup plus compliqué d'aller voir un psychiatre parce qu'il faut déjà se considérer comme souffrant ou en mal-être en tout cas. Et puis il y a l'autorité du sujet sachant chez le médecin ou chez le psychanalyste ou même chez le psychologue qui n'a pas du tout lieu d'être ici avec le coach. Donc on comprend très bien le mouvement de facilité qui explique cet engouement pour ce type d'approche, mais évidemment ça nivelle énormément le niveau. Puis l'égalité que vous disiez, oui. elle est illusoire, parce que mine de rien, les gens sont en attente de ce savoir-là. Vous en parlez aussi à un moment donné, où il y a quand même une supériorité de cette personne, ce discours qui est du compagnonnage, oui. Comme vous dites, il est quand même illusoire, dans le sens où ils ont le savoir, oui. Ils sont malgré tout... Enfin, leur savoir est assez léger. Hein. Mais en tout cas, l'égalitarisation, c'est un des ressorts sur lesquels tout marche aujourd'hui, parce que et là, c'est au-delà du coaching. On dérive très vite du principe d'égalité démocratique, égalité de droit, vers une équivalence des compétences, une équivalence des niveaux, une équivalence des discours. Donc, tout le monde pourrait parler de tout. On l'a vu lors de la période Covid. Beaucoup d'économistes, de philosophes, de tout ce que vous voulez, ont parlé de médecine. Et ça vient de cette égalitarisation qui mène très vite à l'indifférenciation. Et résultat, on ne hiérarchise plus du tout. Pour aujourd'hui, oser dire les différences, oser dire qu'il y a des gens qui sont plus légitimes pour parler de certains sujets que d'autres, faut avoir du courage, parce qu'on assimile et on amalgame énormément les différences et les inégalités, parce que ces différences est injuste, ce qui est une énorme erreur, puisqu'il y a des différences qui sont très justes, ça s'appelle l'équité, et du coup on nivelle tout, et on conforte tout le monde dans sa propre ignorance. Donc ça, c'est vraiment la dérive de l'égalité en égalitarisation, en égalisation, et en indifférenciation et en équivalence des compétences. Donc non, moi je suis beaucoup plus favorable à l'autorité, à la différence, à la hiérarchisation. Il faut beaucoup de courage pour hiérarchiser. Ça me fait penser, juste pour sortir un peu du sujet, mais
Sur la reconnaissance des métiers, vous avez vu que l'an dernier, on s'est précipités tous plus ou moins sur nos balcons pour applaudir le personnel soignant, comme si tout d'un coup on avait pris conscience d'une reconnaissance, alors que ça fait des mois, des années qu'ils demandent une reconnaissance plus pérenne. Mais c'est pas un oubli de notre part ou une méchanceté, c'est qu'on n'ose plus distinguer, c'est qu'on n'ose pas. Pour reconnaître, il faut hiérarchiser. La reconnaissance, c'est une connaissance des différences, une connaissance, une reconnaissance que un tel vaut plus que l'autre dans ce type de circonstances, pas du tout en égalité de droit, encore une fois, mais c'est oser les différences, c'est oser hiérarchiser, et on a tellement de mal dans notre pays à hiérarchiser qu'on a beaucoup de mal à reconnaître, parce que l'équivalence égale indifférenciation, indifférenciation égale très vite indifférence, et donc absence contraire le contraire absolu de la reconnaissance. Alors, est-il possible et sain, parce que, encore une fois, hein, quand on voit les rouages qui sont mis en marche. Ah pardon, je peux juste couper parce que j'ai oublié un truc sur aussi ce sentiment de supériorité, parce que c'est aussi ce qui explique le fort attrait pour ce type de fonction. Beaucoup de gens, les coachs en général, je fais un profil type, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais en gros, vous devenez coach à 40-50 ans. En général, c'est lié à une lassitude de son métier précédent. On n'en peut plus de son métier, et puis tout d'un coup, on a cette ouverture, cette délivrance soudaine qui arrive avec le métier de coaching. Et pourquoi c'est très attractif ? C'est parce que quand on bifurque, quand on change de métier ou de vocation, très souvent, il faut redescendre à l'échelle au niveau 0. Quand on fait un CAP boulanger, il va falloir revenir au niveau débutant. Mais là, quand vous devenez coach, vous avez toujours ce sentiment de supériorité. Vous allez aider les gens. Donc, les gens ont besoin de vous. Et ce sentiment de supériorité crée une forme de satisfaction narcissique et qui explique cet engouement fort pour ce type de fonction. Et évidemment, c'est beaucoup moins compliqué, c'est très satisfaisant narcissiquement, et donc beaucoup de gens évidemment se précipitent là-dedans parce qu'ils changent de métier, ils ne recommencent pas au niveau 0, mais ils recommencent encore plus supérieur par rapport au métier qu'ils exerçaient juste avant. C'est très pratique. Et en plus, vous avez l'impression d'être psy, sans avoir passé les diplômes, sans avoir fait vos années de médecine, avec un salaire qui est beaucoup plus important que celui du jeune interne qui commence à l'hôpital. Donc, c'est tout bénef. Alors, donc, est-il possible et sain de concevoir le développement personnel des individus uniquement par la raison ? Alors voilà, une des autres idéologies du développement personnel, c'est évidemment la rationalisation. Puisque ce sont des ouvrages qui s'adressent aux lecteurs et qu'il y a des méthodes et des recettes, il faut bien tout miser sur la rationalisation, puisque tout dépend de la raison, tout dépend de l'effort de son esprit pour atteindre le Graal, le bonheur, le bien-être, l'authenticité, etc. Mais évidemment que c'est une illusion. Si l'homme n'était que rationalisation, rationalité, là encore une fois, la vie serait beaucoup plus simple ou beaucoup plus triste surtout. Mais encore, si on utilise la philosophie, là, vraiment j'utilise la philosophie pas dans une idée de hiérarchisation du tout, mais dans une idée, c'est un outil pour moi. Un outil, il n'y a pas plus rigoureux en termes de raisonnement que la philosophie pour moi, donc c'est de l'utiliser comme un outil pour dire, mais regardez, tout ce que vous présupposez dans les ouvrages de développement personnel ont été questionnés, ont été challengés par les philosophes depuis la nuit des temps, et on fait comme si ça n'existait pas. Mais la rationalisation de l'esprit, c'est quand même un présupposé qui est très contestable. Hume, Descartes vont vous dire, mais l'homme n'est pas du tout tout rationnel. Nietzsche va vous dire, mais sous tout jugement, j'y ai un affect. Donc même quand on pense qu'on rationalise, en fait, c'est un affect qu'on essaye d'objectiver. Mais tout n'est pas rationnel. Et puis, entre le match raison-passion au sein de nos petits cœurs, on sait très bien que la raison perd souvent et que la passion gagne. Et moi, je préfère des auteurs comme Spinoza ou Descartes qui vont vous dire, mais pour contrer un désir, c'est pas la raison qui va gagner, ça, elle est sûre de perdre. Pour arrêter de fumer, c'est pas ma raison qui va me permettre d'arrêter de fumer. Mais c'est un autre désir supérieur à mon désir premier qui va venir le contrer et qui va venir l'emporter et gagner le match, si vous voulez. Donc, c'est certainement pas par la raison qu'on combat à tout prix les passions. Bien sûr que oui, heureusement que la raison est très forte, la philosophie est quand même un exercice rationnel, mais au sujet des sentiments, quand il s'agit de contrebalancer des sentiments à partir d'une rationalité, très souvent il faut un autre désir ou des sentiments un peu plus forts pour les contrer. Et justement, on va revenir sur David Hume. Moi j'avais une question, c'était quelle différence faites-vous entre la construction du moi fantasmé que prône le développement personnel, c'est-à-dire ce moi heureux qu'on rêve d'être, et ce que théorise David Hume, que vous citez dans la dernière partie de l'ouvrage dans laquelle vous faites les déconstructions philosophiques.
qui explique que la perception que nous avons d'un moi est une construction imaginaire. Oui, là encore, un des présupposés du développement personnel, c'est de supposer qu'il y a un moi. Développer votre moi, développer votre identité, comme si le moi était un noyau insécable qu'on peut trouver au fin fond de nos tripes. Bien sûr qu'il y a des auteurs qui pensent qu'il y a un noyau, une identité, mais il y a aussi beaucoup de philosophes qui ont contesté l'existence de ce moi. Qu'est-ce que c'est que ce moi? Mais ça, on ne questionne jamais l'existence du moi. C'est évidemment trop compliqué pour les auteurs de développement personnel de rentrer dans ces questionnements philosophiques qui sont très compliqués et que les philosophes, là je parle pas de moi, hein, je parle des grands penseurs qui ont évidemment théorisé ça. Et donc un auteur comme Hume va vous dire mais le moi est une illusion, c'est le travail, c'est tout le travail opératoire, la combinatoire de l'imagination qui a le sentiment d'un moi, mais si vous cherchez au fond de vous-même ce qu'est le moi, vous trouverez un trou noir. C'est l'imagination qui, parce qu'on a des sensations qui se ressemblent et qui sont très proches, qui sont très rapides, qui se succèdent les unes les autres, va passer de l'idée d'une ressemblance de sensations à l'idée d'une mêmeté, et de l'idée d'une mêmeté à l'idée d'une identité. Et donc très vite, on va construire, façonner l'idée d'un moi, l'idée d'une identité fixe, mais c'est une combinatoire de l'esprit, et ça ne renvoie pas forcément à un noyau réel qui serait mon petit moi. Un auteur plus contemporain, évidemment, Clément Rosset, a écrit un livre qui s'appelle Loin de moi, un tout petit livre qui est merveilleux et qui, plus vous cherchez au fond de vous votre moi, plus c'est sombre et moins vous trouvez quelque chose. Donc d'autres philosophes pourraient vous dire qu'il y a quelque chose qui demeure. Hein. Si je prends un auteur comme Ricoeur, c'est formidable parce qu'il parle de l'ipséité, c'est-à-dire ce qui demeure à travers tous mes changements. J'ai beau, entre le bébé et le vieillard, qu'est-ce qui reste de moi, qu'est-ce qui demeure de moi? C'est pas le corps. C'est pas forcément l'esprit. Quelqu'un qui perd la mémoire, est-ce que c'est franchement quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est le même? Ce sont des questionnements ouverts. Mais ce qui reste, on peut pas penser l'identité sous le registre de la mêmeté parce que rien ne reste le même. Mon esprit change, mon corps change, donc mon identité n'a rien à voir. L'identité est trop souvent pensée comme de la mêmeté. L'identité doit être pensée plutôt comme une ipséité, c'est-à-dire quelque chose, l'essence de moi-même qui traverse le temps et qu'on ne peut saisir qu'à travers deux formes, ce qu'il appelle l'attestation. Quand vous faites une promesse, et que vous dites dans 20 ans, je promets à mes enfants de leur donner ceci ou cela, ou de leur faire ceci ou cela. Il y a quelque chose du moi qui perdure, mais qui n'est pas tangible, qui n'est pas concret, qui n'appartient ni au corps, ni à l'esprit, qui peut s'altérer, mais en tout cas, c'est marqué dans le temps, et c'est une façon de saisir, autant que faire se peut, ce moi. Et dans l'identité narrative, c'est aussi dans la mise en récit, nous dit Ricoeur, dans l'identité narrative, qu'on va saisir le continuum d'un moi, parce que on va faire des expériences disparates et nombreuses de l'existence, on va les réunir dans un récit, et donc ça va donner une unité, et ça va unifier ce moi, mais qui n'est pas unifiable dans la vie réelle. Donc la mise en récit, l'identité narrative ou l'attestation permettent de saisir ce qu'il appelle l'ipséité, cette durabilité du moi. Mais encore une fois, tout ça n'est pas du tout questionné. Et ce qui est intéressant en philosophie par rapport au développement personnel, c'est que la philosophie confronte des points de vue très différents. Ricoeur va s'opposer à des philosophies anglaises qui vont de Parfit ou de Hume, qui vont concevoir autrement le moi. Donc il y a des matchs d'idées, il y a des combats d'idées où il n'y a évidemment pas de réponse définitive. Comment voulez-vous prendre parti? Mais en tout cas, ça déconstruit les présupposés qui sont pensés comme acquis, qui sont acquis d'emblée et qui ne sont pas questionnés, sur lesquels après les auteurs de développement personnel ou les coachs édifient des théories, des recettes, mais dont les fondements sont sablonneux. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ne se confrontent pas. Il n'y a pas cette confrontation. Non, parce que très souvent, ils n'ont pas conscience du tout des débats philosophiques qui se sont passés avant eux, parce que c'est très compliqué, parce que pour lire les philosophes, c'est pas une partie de plaisir. Mon Dieu, que la philosophie est compliquée. Donc, c'est beaucoup plus simple de dire, il y a un moi, comment le développer, comment l'amplifier, et je vous propose quelques recettes. Alors, mieux se connaître par l'introspection, ne dépendre que de soi pour se connaître, n'est alors qu'une illusion. Car quand on lit les déconstructions philosophiques que vous faites à la fin de votre ouvrage, la troisième partie de votre ouvrage, on se demande si le salut
ou du moins une meilleure approche de notre moi, ne passerait pas par une ouverture plutôt qu'un recentrement? Oui, alors ça c'est génial parce que quand même les auteurs de développement personnel utilisent un peu de philosophie, font un petit bricolage et sortent à tous les coups, c'est toujours les mêmes auteurs, Socrate, Épicure et les philosophies anciennes. D'ailleurs, ils se rapprochent aussi beaucoup des stoïciens, du bouddhisme, toutes les grandes sagesses antiques, ils en font un petit patchwork sympathique. Et donc très souvent, ils disent, regardez, la méthode va ressembler à la méthode socratique, la maïotique, connais-toi toi-même. Évidemment. Mais sauf qu'il y a un contresens énorme sur le connais-toi toi-même quand on lit certains ouvrages de Socrate. La phrase, ce qui est écrit sur le temple de Delphes, la formule socratique est connais-toi toi-même, juste après, il n'y a rien de trop. Ça veut dire quoi, connais-toi toi-même, dans ces philosophies anciennes? C'est certainement pas une concentration narcissique vers un petit moi, une sorte de méditation en position de lotus introspective. C'est pas du tout ça, ce que prône plutôt le développement personnel. Mais connais-toi toi-même, rien de trop, c'est-à-dire trouve ta juste place, ton topos, disaient les Grecs, dans le cosmos. C'est comme ça que tu te connais toi-même, c'est en sortant de toi que tu vas trouver ta place et que tu vas réussir ta vie. C'est-à-dire qu'une vie réussie était une vie qui obéissait à une hétérogénéité, une hétéronormativité, c'est-à-dire que la norme venait du cosmos. Il fallait trouver sa place dans la cité, dans la famille, dans le cosmos, et c'est comme ça qu'on se construisait, qu'on se forgeait. Donc le connais-toi toi-même socratique est une ouverture, est une invitation à la sortie de soi, bien plus qu'à la concentration narcissique. Mais évidemment, il y a beaucoup de contresens, parce que si on sort cette phrase de son contexte, ou si on n'a pas forcément lu, ce qui est tout à fait légitime, les auteurs anciens, on comprend pas le connais-toi toi-même. On dit exactement la même chose que Socrate. Concentrez-vous, méditez même 3 minutes dans l'ascenseur, parce que maintenant il y a des méditations express. Méditez 1 heure par jour ou 3 minutes dans l'ascenseur, et puis vous allez vous connaître de mieux en mieux. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec le connais-toi toi-même socratique. Puis même face à l'altérité aussi, c'est-à-dire que l'autre n'est pas considéré comme élément perturbateur au bon développement de sa personne. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, de ce que ça m'a évoqué sur la fin de votre ouvrage, c'était vraiment que via ce que vous disiez, même avec Proust, la Madeleine, c'est-à-dire que c'est autant d'éléments extérieurs qui font aussi richesse du moi. Exactement. Quand on voit les exemples du développement personnel, c'est vrai que le moi perturbe plus qu'il n'aide. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de fermeture à l'altérité, ou alors ils vont réintroduire l'altérité en disant si tu es bien avec toi-même, tu vas être mieux avec les autres. Tout ce genre de poncif. Oui, mais parfois on peut ce qui est vrai aussi. Il y a du vrai dans le poncif, mais on peut aussi se construire à travers les autres. Pourquoi on choisit une discipline? Pourquoi j'ai choisi la philosophie? C'est parce que je suis tombée en admiration devant ma professeure de philosophie en terminale en me disant mais c'est génial d'avoir un esprit comme ça. Mon Dieu, si un jour je pouvais y arriver. Donc c'est aussi par l'altérité qu'on se construit. C'est par des modèles. C'est par de l'autorité ou du charisme ou ce que vous voulez. Donc là encore, Ricoeur est un auteur formidable pour ça. C'est par l'autre, le meilleur chemin entre soi et soi-même, c'est l'autre. Mais là, encore une fois, on concentre sur le moi, et ça s'explique, et ça explique le succès de ces ouvrages aussi. C'est que on voit qu'il y a un effondrement progressif de toutes les grandes transcendances, de toutes les grandes altérités qui donnaient un sens aux existences. J'ai parlé du cosmos, on a parlé du cosmos tout à l'heure chez les Grecs, mais une vie réussie du temps des grandes religions, c'était une vie en harmonie avec les commandements divin. Donc là aussi, c'était une hétéronomie qui venait construire le moi. Du temps des aristocratiques, c'était les conditions sociales qui déterminaient à peu près tout. On naissait aristocrate, on avait une vie d'aristocrate. On naissait prolétaire, on avait une vie de prolétaire. Donc les situations, la vie sociale déterminait les existences. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus on ne croit plus en rien. On ne croit plus aux politiques. On n'attend pas des politiques qui guident les existences. On le voit tous les jours dans notre actualité. On n'attend plus grand-chose. Donc, ce qui fait que l'individu se retrouve très vite seul face au vertige du « sois toi-même, réussis ta vie, trouve un sens à ton existence », d'où, évidemment, le besoin de béquilles existentielles, de recettes comportementales, parce qu'on est très, très seul face au sens de son existence et la construction de son moi. Donc effectivement, c'est pour ça que tout est centré sur le moi, qu'il y a peu de place à l'altérité, qu'on ne considère pas comme une source de sens ou une source de construction, ou en tout cas moins. Et c'est pour ça aussi que la question, comme il y a ce mouvement d'individuation
et qu'on retrouve dans toutes les sphères. Vous avez vu qu'en politique, les mouvements s'auto-instituent de plus en plus. Le mouvement En Marche est auto-institué. Éric Zemmour peut-être instituera un nouveau mouvement. Les Gilets jaunes s'auto-instituent. Dans l'entreprise, les mouvements d'auto-entrepreneurs, les professions libérales se développent énormément. On s'auto-médicamente beaucoup plus. Comme on prend un peu le filon, on n'en est pas encore à ce point-là, mais on prend très, très clairement le chemin des États-Unis. Dans tous les, on a maintenant des coachs sportifs à domicile, on ne fait pas forcément du sport collectif. Donc dans tous les secteurs de l'existence, il y a un culte de l'authenticité, un culte de l'individu qui s'explique, me semble-t-il, entre autres, mais par cette chute des grandes transcendances et des grands mouvements collectifs. Ce qui fait que les questions centrales deviennent la question du bien-être, c'est la question du moi, et la question de la santé. Et là, l'année a été absolument éclairante là-dessus. Les deux questions qui comptent le plus pour l'individu aujourd'hui, c'est sa santé et son bien-être. D'où, évidemment, le succès colossal de ces ouvrages qui surfent sur la demande, qui est bien légitime. Moi, je critique pas du tout les gens qui lisent ces ouvrages parce que on comprend très bien le besoin. On a besoin de ces ouvrages et de ces aides-là. Mais elles surfent sur la demande. C'est pas l'offre qui crée la demande. Là, c'est vraiment la demande qui crée l'offre. Et c'est une écriture qui se veut émancipatrice et qui est en fait très soumise à l'air du temps. Et un des arguments phares aussi du développement personnel, c'est la rapidité. Oui. C'est-à-dire que pour développer un moi vers le bonheur, ils ont la recette qui va vite. Oui, ça c'est la recette de la recette. Il n'y a rien de plus irrésistible que de se dire, en un livre, en 150 pages, je vais avoir la recette pour devenir plus authentique, avoir confiance en moi, être le meilleur manager de l'année, être le meilleur père de famille de la Terre, etc. Donc évidemment, c'est la recette de la recette. Il mise sur un temps très court parce qu'aujourd'hui, prenez un temps long. Mais alors c'est décourageant et ça n'est absolument pas sexy. Ça, tout ce qui demande un effort est très vite déconsidéré. Donc évidemment, tout est misé sur la vitesse. Mais alors là, évidemment, beaucoup de philosophes, j'en cite un, mais Nietzsche qui disait pour être éclair, il faut rester longtemps nuage. Tout ce qui construit le moi suppose un effort, une lenteur. Il prend la métaphore de la grossesse. Il faut mûrir, il faut emmagasiner une certaine énergie pour à un moment éclore de quelque chose, accoucher de quelque chose. Et c'est certainement pas en un clic de doigt ou un clic numérique qu'on va arriver à quelque chose. Mais effectivement, ça c'est un des attraits de ces ouvrages-là, c'est d'insister sur la recette, de proposer des recettes en un temps record. Deuxièmement, c'est aussi une lecture très facile. Il y a rien de... Quand on ouvre un ouvrage de développement personnel, on comprend tout immédiatement, ce qui est très agréable. Je le concède volontiers. Il y a aussi le côté proximité avec l'auteur que j'ai évoqué tout à l'heure, l'égalitarisation. On tutoie, on est sur la même route, on a vécu les mêmes trucs, donc on va partager des expériences. Comme si les expériences se partageaient, mais enfin... Et c'est un autre point. Et enfin, il mise aussi sur ce que Freud avait évidemment cartographié, les fantasmes les plus communs de l'humanité. J'en résume ici 3, mais ça fait partie aussi des ressorts sur lesquels il joue. Et ça marche toujours. En gros, ils promettent quoi? Ils promettent soit... ce que Freud appelait les promesses de réparation. Vous n'avez pas su répondre à un tel, vous n'avez pas su résoudre cette situation, vous n'avez pas trouvé la solution. La prochaine fois, vous aurez la recette, vous aurez les clés. C'est des promesses de réparation. On a tous en nous, en se disant tiens, j'ai mal répondu, j'ai pas eu cet à propos, j'aurais dû dire ceci. Évidemment, le temps fait que c'est trop tard. Donc voilà, ça c'est des promesses de réparation. 2, des promesses de possession. Vous allez enfin reprendre votre vie en main. Vous avez été un bon petit soldat, vous avez suivi des injonctions éducatives, sociales, culturelles, vous avez toujours agi pour les autres. Maintenant, vous allez enfin reprendre votre vie en main, vous allez vivre pour vous-même. Ça, c'est irrésistible parce qu'on a tous plus ou moins aussi ce sentiment-là. Et la 3e est encore plus irrésistible, c'est les promesses de séduction. Et c'est ce que Freud appelait, elle joue cette promesse-là sur ce qu'il appelait le narcissisme de la petite différence. C'est-à-dire que il faut bien être comme tout le monde, il faut bien être conforme pour s'adapter à une société. Donc il ne faut pas être un ayatollah, il ne faut pas être différent et s'affranchir complètement. Mais il faut une petite différence parce que c'est toujours flatteur de dire à quelqu'un: vous êtes évidemment comme tout le monde, mais vous avez quand même un petit truc en plus que personne n'a vraiment vu encore. Vous êtes une perle, voilà, vous êtes une perle rare, mais
on l'a pas encore assez vu. Ah bah ça, évidemment, ça fait plaisir à entendre et c'est irrésistible. Donc les promesses de séduction qui appuient sur le narcissisme de la petite différence, les promesses de réparation et les promesses de possession sont irrésistibles. On vous promet ça dans un livre, il y a de fortes chances que le livre marche bien quand même. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est dans ces 3 ouvrages-là que vous citez, dans celui-ci, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas utilisé forcément, enfin, qui sont pas le résultat de ces méthodes-là, en fait, et qui nous les prônent et qui donnent des exemples aussi parfois vagues de personnes ayant réussi. C'est-à-dire que malgré tout, ça marche, ça fonctionne. Ah oui, le coach n'est pas une contradiction près. Il y a beaucoup de coachs Alors, les titres sont toujours très pompeux. On va pas dire un coach en nutrition, on va dire un coach en stratégie nutritionnelle. Ça fait quand même un peu mieux. Mais il y a des gens de 150 kilos qui sont coachs en stratégie nutritionnelle. Ça pose pas de problème. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais qui sont conseillers conjugaux. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, beaucoup, et qui vont s'improviser super nanny ou coach en éducation. C'est pas du tout un problème, la contradiction, pour les auteurs de développement personnel ou les coachs. Donc oui, on trouve tout, absolument tout. Ça, c'est un florilège. Alors, y a-t-il au fond ce qu'on pourrait appeler un bon développement personnel? Si oui, comment le reconnaître et comment se prémunir justement de ces impostures avec... Oui, moi, écoutez, moi, je sais pas s'il y a un bon développement personnel. Il y a des bons coachs, il y a des bons auteurs, mais une qualité ne fait pas un métier. C'est ça le problème, parce qu'à chaque fois que j'ai dit, alors les coachs me sont tombés dessus, bien sûr, ils me haïssent, mais c'est pas grave. Mais souvent ils m'ont dit, oui, mais vous généralisez dans votre livre, vous parlez des coachs, d'un profil type de coach, alors qu'il y a des coachs qui sont très bons. Mais ça, c'est pas du tout un argument. Heureusement qu'on généralise, sinon on ne peut parler de rien. Mais ils confondent généralité et généralisation. La science procède par généralisation, par induction. On va partir de quelques tests, de quelques doses, et puis on va augmenter en se disant ça va marcher pour le plus grand nombre. On ne peut parler de rien si on ne généralise pas. La généralité, c'est de déduire d'une essence un comportement. Il les coach donc ceci. Ça, non, je fais pas du tout ça. Ça, c'est de l'essentialisation, c'est de la généralité, et ça, je suis absolument contre ce type de raisonnement, bien sûr. Mais la généralisation est absolument nécessaire. La science ne procède que par généralisation, et quand on essaye de décrire une tendance forte, forcément, on généralise. Donc, tout ça pour dire que, bien sûr qu'il y a certainement des bons coachs et des bons ouvrages, mais qu'est-ce que je veux dire, une fois que j'ai dit cette phrase-là, je ne sais plus quoi dire après, parce que j'en suis pas si convaincue que ça. Mais c'est par politesse, je dis ça. Non, les gens qui sont bons et qui développent, moi je trouve qu'il y a des très bons coachs. Par exemple en sport, les coachs sont formidables parce qu'ils ont eu une expérience de sportifs en général très conséquente. Les coachs qui sont très bons en entreprise sont en général des dirigeants qui ont eu une longue expérience et qui font un peu du mentoring, si vous voulez. Ça se rapproche plutôt de ça pour moi, le bon coaching. Mais c'est pas des gens qui n'ont pas exercé le métier pour lesquels ils vont coacher. Il y a beaucoup de femmes dans les coachs qui n'ont jamais dirigé d'entreprise, ou beaucoup d'hommes qui n'ont jamais dirigé d'entreprise et qui vont devenir coach de dirigeants. Donc c'est ça que je critique, c'est ce manque de légitimité pour prétendre conseiller d'autres personnes qui ont exercé le métier. Donc quand le coach est bon, c'est qu'il a en général pratiqué ce pourquoi il conseille, et qu'il s'est frotté à une discipline très forte, à une rigueur très forte, et qu'il a travaillé. Vous voyez, moi en fait, ce que j'aime pas là-dedans, c'est la facilité la facilité d'accès à certaines positions qui se disent supérieures et qui pour moi sont très très inférieures. C'est un peu honteux dans notre pays, surtout après l'année qu'on a passée, de voir qu'il y a des métiers utiles et nécessaires dont la survie de la population ne peut absolument pas se passer, et qui n'ont pas la reconnaissance que certaines personnes ont, alors qu'elles ont suivi quelques jours de formation sur Internet et ont un titre un peu ronflant. C'est quand même assez indécent, injuste. Donc voilà, c'est ce manque de reconnaissance, ce manque de proportion, ce manque d'esprit critique sur ce qu'on nous propose qui me paraît à combattre.
Donc un retour à la philosophie. Alors non, parce que la philosophie c'est pénible à lire, ça demande de l'effort. Mais pour moi la philosophie c'est surtout pas polémiquer, c'est pas de dire les coachs sont nuls, c'est pas du tout ça l'objet, c'est de faire la généalogie d'un phénomène. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Pourquoi les meilleures ventes, enfin sauf contradiction de votre part, mais en tout cas pourquoi les meilleures ventes d'ouvrages sont quand même principalement des ouvrages de développement personnel? Qu'est-ce que ça dit de l'individu? Qu'est-ce que ça dit de notre société? Et qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce qu'il y a vraiment une matière dense? Est-ce qu'on peut utiliser ces références qu'ils nous donnent, ou est-ce que ce sont des leurres intellectuelles qui jouent sur les mêmes ressorts psychologiques et qui nivellent vraiment l'esprit? Donc moi, c'est pas du tout se retourner vers la philosophie, c'est se retourner vers le sport, vers des actions véritables, vers des disciplines qui forgent l'humain, et se concentrer et vers un but et se donner l'effort de s'accomplir vers un but donne plus de sève à notre être que n'importe quelle recette de bien-être. Donc moi, c'est pas du tout valoriser la philosophie ou dire aux gens aller vers la philosophie, certainement pas. Mais c'est se dire utiliser la philo autant que faire se peut pour démanteler et ne pas se laisser avoir intellectuellement par certaines modes, par certaines tendances, et aller surtout vers des disciplines riches, denses, qui forgent l'individu, qui supposent de l'effort, ça c'est vrai, que ce soit des disciplines intellectuelles ou artistiques ou sportives, mais en tout cas qui donnent le sentiment de soi, qui permettent au moi de sentir qu'il est parvenu à quelque chose et qu'il correspond donc à quelque chose qui a une certaine densité. Mais il n'y a aucune densité sans effort, c'est pas possible. C'est pas gai, hein, c'est dommage, mais j'aimerais bien dire le contraire, mais il faut être honnête quand même un petit peu. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci d'être venu.